Le plaisir est pour moi de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mondico Télévision, dont voici les principaux titres. À la tête de la délégation congolaise à Malabo, le premier vice-président de l'Assemblée nationale a pris part du 26 au 27 août 2024 au séminaire de coopération régionale interparlementaire sur les changements climatiques organisé par l'Assemblée parlementaire de la francophonie dans la capitale équato-guinéenne. Jean-Claude Chilumbai a souligné l'importance du bassin du Congo dans la régulation du climat mondial. Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a suspendu le mardi 27 août 2024 le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa, Gombe, suite au déguerpissement d'un diplomate français. Il a également ordonné l'arrestation des agents impliqués dans cette procédure qu'il juge irrégulière. 305 personnes ont été guéries de la variole du singe au centre de traitement de Mounigui généré par l'ONG MEDER dans le territoire de Nyiragongo au nord de Goma. Le médecin-chef de zone invite les zones de santé à une mobilisation rapide contre cette crise sanitaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Jean-Claude Chilumbai, appelle à un engagement plus fort des pays d'Afrique centrale dans la lutte contre le changement climatique, notamment par la protection du bassin du Congo. Il l'a fait savoir lors du séminaire de coopération régionale interparlementaire sur les changements climatiques organisé par l'Assemblée parlementaire de la francophonie du 26 au 27 août dernier à Malabo, en Guinée équatoriale. À la tête de la délégation congolaise des 6 assises, Jean-Claude Chilumbai a souligné l'importance du bassin du Congo dans la régulation du climat mondial. Un commentaire de Vini Gali Junior. Prenons part au séminaire de coopération régionale interparlementaire sur les changements climatiques organisé par l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, du 26 au 27 août 2024. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la RDC, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbai Moussao, qui a conduit une délégation de la RDC à ses assises, a une fois de plus haussé les tons pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo. La RDC, qui est un pays indispensable dans la résolution des problèmes liés au réchauffement climatique avec son bassin, deuxième poumon mondial, ne peut plus continuer à subir les pillages de ses ressources naturelles et la destruction de son écosystème, particulièrement le parc de Virunga par le Rwanda, pendant que l'Afrique centrale est en train d'attendre que ce pays continent apporte des solutions à cette épineuse question. Les professeurs Chilumbai, qui relaient en même temps l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en condamnant cette barbarie que subit le pays de Lumumba dans sa partie est, veut voir tout le pays ami s'impliquer pour résorber de manière définitive la crise qui secoue la partie orientale du Congo-Kinshasa. Vous savez, comme le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a souligné et le souligne souvent que nous sommes les pays utiles, les pays indispensables pour cette question précise. Vous savez le rôle que nous jouons. Nous avons la grande partie de ce bassin tant vanté et sur lequel se fonde beaucoup d'espoir dans ce continent et même ailleurs. Comme vous le savez aussi, les bassins du Congo, c'est le deuxième poumon mondial des réserves forestières et qui est appelé à jouer un très grand rôle dans la lutte contre les effets des changements climatiques. Nous devions absolument être là, malgré les difficultés que nous avons éprouvées pour arriver ici, compte tenu de la ligne de transport que nous avions empruntée. Il était aussi ici nécessaire, l'occasion pour nous d'ailleurs de faire passer ce message important, qu'en même temps que l'Afrique centrale discute des questions de changement climatique, des possibilités de réduire les effets du changement climatique et compte sur ce grand Congo qui est le pays indispensable, le pays espoir.
Et en ce moment précis, nous sommes, nous le Congo, victimes de banditisme qui ne dit pas son nom, de pillage et de destruction honteuse des écosystèmes dans les parcs de Virunga, entre autres par un pays africain agresseur, le Rwanda ici, je le cite. Donc c'était pour nous aussi l'occasion de profiter de cette occasion pour faire passer son message aux amis du Congo, ici en Guinée équatoriale, mais aussi à tous les autres pays qui sont venus participer à cette activité. Je crois que nous impliquerons davantage pour que cette cause triomphe, parce que l'Afrique a besoin de vivre et de vivre mieux, de faire vivre paisiblement ces enfants d'aujourd'hui et de rassurer l'espoir pour ceux qui viendront après nous. C'est une cause dans laquelle nous sommes tous engagés. Voilà la quintessence de notre démarche en cet endroit précis. Ce séminaire qui s'est déroulé dans la salle de conférence Sipopo de Malabo a réuni le délégué venu du Cameroun, du Gabon, de la RDC, la Guinée équatoriale, la communauté économique monétaire de l'Afrique centrale ainsi que le délégué de la société civile équato-guinéenne. Ce séminaire a connu aussi par visioconférence de l'expertise de Laurent Fabius, ex-ministre français des Affaires étrangères sous François Hollande, celui-là qui a joué le rôle de président de COP19 et 21. Retenez que plusieurs motions de soutien aux efforts de la Guinée équatoriale ont été lues par le délégué de pays participant à ces séminaires. Et de son côté, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a rencontré le mardi 27 août 2024 à la primature M. Paul Inks, directeur général de la société Mahidro, accompagné de sa délégation. Les discussions ont principalement porté sur deux projets majeurs, à savoir la conversion du gaz méthane du lac Kivu en électricité et l'installation des micro-barrages hydroélectriques sur 33 sites répertoriés à travers le pays. Les détails dans cet élément. Le gouvernement congolais veut lancer l'exploitation du gaz dans le lac Kivu pour produire l'électricité dans l'est de la République démocratique du Congo afin de lutter contre la menace toxique du dioxyde de carbone présent dans les profondeurs de ce lac. Le projet de conversion du gaz du lac Kivu en électricité et le projet d'installation des micro-barrages hydroélectriques dans 33 sites répertoriés à travers le pays ont été au centre de l'audience que la première ministre Judith Suminwa a accordé le mardi 27 août 2024 au directeur général de la société Mahidro, Paul Inks. Il a été conduit auprès de la chef du gouvernement par le ministre des Ressources hydrauliques et électriques, Teddy Luamba, et le ministre des Hydrocarbures, Aimé Molendo. Nous avons rencontré son Excellence Madame la Première ministre pour lui discuter de notre projet que nous avons dans le lac Kivu, un projet de conversion de gaz méthane en électricité pour fournir cette électricité à la population du sud Kivu, du nord Kivu et éventuellement aussi dans l'Ituri en passant par Beni et par Butembo. C'est un projet intégré que nous faisons, extraire le gaz, le convertir en électricité et le distribuer à la population de cette partie du pays. Nous sommes venus ici pour régler certaines questions de nature administrative avec la chef du gouvernement et nous pensons que ces questions qui étaient pendantes pourront être résolues assez rapidement. Et si tel est le cas, dans les 3 mois à venir, nous espérons pouvoir initier les différentes étapes qui sont nécessaires à la mise en œuvre du projet. Ce projet, une fois réalisé, transformera profondément cette partie de la République démocratique du Congo en offrant de nouvelles opportunités aux populations et aux investisseurs. Changeons de chapitre à présent, la police nationale congolaise est en atelier depuis le mardi 27 août 2024 à Kinshasa, à l'ouest de la République démocratique du Congo, pour revoir sa loi de programmation 2025-2029. L'actualisation de cette loi va permettre à la police nationale congolaise de répondre aux défis actuels qui se présentent devant elle. Les travaux s'y sont déroulés au ministère de l'Intérieur où le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité,
décentralisation et affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a ouvert les travaux de cet atelier. Le patron de la territoriale tient à une police formée, capable de relever les défis sécuritaires du pays. Regardez. Les experts du comité de suivi de la réforme de la police sont sur une même table pendant 2 jours, soit du 27 au 28 août pour l'actualisation de la loi de programmation 2025-2029 de la réforme de la police. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a confirmé que la réforme de la police et de l'armée constitue une priorité pour le gouvernement congolais. Engagé dans ce processus, il est indispensable d'actualiser le projet de loi de programmation élaboré et transmis depuis 2002 à la commission des lois du gouvernement. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, je suis heureux de vous recevoir dans cette salle de réunion du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, cadre choisi pour abriter les travaux d'actualisation de la loi de programmation 2025-2029 portant mise en œuvre de la réforme de la police. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo est résolument engagée depuis plus d'une décennie dans la réforme du secteur de sécurité dont la police et l'armée constituent le socle. Le plan d'action quinquennal présenté comprend 3 axes stratégiques, notamment le renforcement du cadre institutionnel, la professionnalisation et la redevabilité. Il permettra aux policiers de relever les défis sécuritaires. Cette initiative vise à améliorer la gouvernance et la stabilité du pays en renforçant les capacités opérationnelles et la responsabilité de ces institutions essentielles. L'engagement continu de la République démocratique du Congo dans ce processus de réforme démontre sa volonté de renforcer les institutions de sécurité pour répondre aux défis complexes et aux menaces actuelles, tout en garantissant le respect des normes internationales en matière de droits de l'homme et de bonne gouvernance. Pour la mise en œuvre de la réforme de la police, un cadre stratégique à long terme comprenant 19 objectifs en rapport avec les problèmes identifiés lors du diagnostic de la police existe et constitue la vision de la réforme. Il a été décliné en plan d'action périodique, à savoir le plan triennal de 2010 à 2012, le plan d'action quinquennal de 2012 à 2016 et le plan d'action quinquennal de 2020 à 2024. Les conclusions de cet atelier vont être soumises à la commission des lois du gouvernement avant d'arriver sur la table du président de la République pour promulgation. Je l'ai annoncé dans les titres de ce journal qui c'est à travers un communiqué du ministère de la Justice signé le mardi 27 août 2024 qu'a été annoncée la suspension immédiate du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa, Gombe, responsable de la réquisition qui a donné lieu au déguerpissement du diplomate français. C'est à la suite de l'exécution d'une procédure irrégulière. Suivez le commentaire de Ranta Luyela. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, a réaffirmé mardi une fermeté que l'exécution des décisions de justice en RDC est strictement réservée aux huissiers de justice, conformément à la loi numéro 16/011 du 15 juillet 2016. Toute intervention d'agents non habilités, tels que le greffier ou les agents du parquet, est illégale et sera sévèrement sanctionnée sans exception. Constant Moutamba a également rappelé la création d'une commission mixte par arrêté ministériel du 11 juillet 2024 chargé de superviser et de contrôler la bonne exécution des décisions de justice. Selon le ministre, aucune exécution ne pourra avoir lieu sans l'avis favorable préalable de cette commission, garantissant ainsi la régularité et la transparence de procédure. Toutes les décisions approuvées seront publiées sans délai sur le site officiel du ministère de la Justice. Ces mesures interviennent dans un contexte de forte tension diplomatique après l'expulsion irrégulière d'un diplomate français à sa résidence à Kinshasa. Un incident qui a provoqué une réaction ferme de la France et suscité des inquiétudes
quant au respect de conventions internationales de la RDC. À la suite de ces incidents, Constant Mutamba a annoncé la suspension du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, responsable de la réquisition d'informations ayant conduit à l'expulsion. Il a également ordonné la suspension des autres responsables impliqués et l'arrestation de tous les agents ayant participé à cette procédure irrégulière. Le juge ayant rendu les jugements contestés seront également interpellés. Mais cette question a soulevé un débat autour de la compétence du ministre à suspendre ou pas un procureur. Et toujours en justice, les procureurs ont requis mardi la peine de mort contre 50 personnes, dont 3 Américains, pour ce que l'armée congolaise considère comme une tentative de coup d'État au début de l'année. Le procureur militaire, le lieutenant-colonel Innocent Rajabou, a exhorté les juges à condamner à mort tous les accusés, à l'exception d'un accusé qui souffre des problèmes psychologiques. Les détails avec Diane Bonga. Les accusés dont le procès s'est ouvert en juin sont poursuivis de plusieurs chefs d'accusation dont beaucoup sont passibles de la peine de mort, notamment des terrorismes, de meurtres et d'associations de malfaiteurs. 6 personnes ont été tuées lors de la tentative de coup d'État raté menée par l'opposant peu connu Christian Malanga en mai dernier, qui visait le palais présidentiel et un proche allié du président Félix Tshisekedi. Malanga a été mortellement abattu pour avoir résisté à son arrestation peu après avoir diffusé en direct l'attaque sur les réseaux sociaux, a déclaré l'armée congolaise. Le fils de Malanga, Marcel Malanga, âgé de 21 ans et citoyen américain, ainsi que 2 autres Américains sont jugés pour leur rôle présumé dans l'attaque. Sa mère, Britney Sawyer, a déclaré que son fils était innocent et qu'il avait simplement suivi son père, qui s'est considéré comme le président d'un gouvernement fantôme en exil. Taylor Thompson Jr., 21 ans, s'est envolé pour l'Afrique depuis l'Utah avec le jeune Malanga pour ce que sa famille croyait d'être des vacances, toutes dépenses payées par le père Malanga. Les jeunes hommes avaient joué ensemble au football au lycée dans les banlieues de Salt Lake City. D'autres coéquipiers ont accusé Marcel Malanga d'avoir offert jusqu'à 100 000 $ pour le rejoindre dans un travail de sécurité au Congo. La famille de Thompson maintient qu'il n'avait aucune connaissance des intentions du père Malanga, qu'il n'avait aucun projet d'activisme politique et qu'il n'avait pas prévu d'entrer au Congo. Lui et les Malanga n'étaient censés se rendre qu'en Afrique du Sud et en Eswatini, a déclaré la belle-mère de Thompson. Benjamin Ruben Zalman Paulun, 36 ans, est le 3e Américain jugé. Il aurait connu Christian Malanga par l'intermédiaire d'une société d'extraction d'or créée au Mozambique en 2022, selon un journal officiel publié par le gouvernement mozambicain et un rapport de la newsletter Africa Intelligence. Plus tôt que cette année, le Congo a rétabli la peine de mort, levant un moratoire vieux de plus de 2 décennies, alors que les autorités s'efforcent de réduire la violence et les attaques militantes dans les pays. Et dans le reste de l'actualité, 27 km de route seront réhabilités à Kinshasa grâce à l'appui du gouvernement central. C'est l'une des résolutions de la séance de travail qui a eu lieu le mardi 27 août 2024 entre le ministre des Finances, Doudou Fouamba, et le gouverneur de la ville de Kinshasa qui lui a présenté le plan d'action. Un action particulier sera mis sur le suivi dans l'exécution de ces travaux d'ici à la tombée de pluie à Kinshasa. Rente à lui là une fois de plus, nous signe ce commentaire. À l'approche de la saison de pluie, le ministre de Finances, Doudou Fouamba Likoundé, a annoncé la réhabilitation de plusieurs avenues de la capitale congolaise. Cette décision a été prise à l'issue d'une séance de travail qu'il a présidée le mardi 27 août 2024 dans son cabinet avec le gouverneur de la ville de Kinshasa et son équipe. Cette séance de travail est consécutive aux orientations de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait du rayonnement de la ville-province de Kinshasa un enjeu majeur de ce quinquennat. Ainsi qu'il a instruit le gouvernement à envisager
des possibilités d'apporter des subventions, des transferts à la ville pour qu'elle fasse ce qui est nécessaire pour rendre cette ville plus propre qu'elle se présente aujourd'hui. Et pas plus tard que la semaine passée, son Excellence, Madame la Première ministre chef du gouvernement, avait réuni une grande équipe du gouvernement autour d'elle pour essayer d'explorer les voies et moyens d'apporter les concours à la ville-province de Kinshasa dans cet objectif d'atteindre les orientations ou de réaliser les orientations du chef de l'État. C'est consécutivement à cet état de choses que le gouverneur de la ville nous a approchés après ces séances de travail pour essayer d'examiner ensemble la faisabilité et l'apport que nous pouvons mettre à leur disposition en ce qui concerne l'assainissement de la ville. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a quant à lui loué le soutien du gouvernement central afin d'accompagner la ville dans ses objectifs de faire rayonner Kinshasa. Nous étions pour le ministre des Finances pour présenter notre plan qui consiste justement à l'assainissement, au curage de rivières et caniveaux, ainsi que la mise en état de notre voirie et construction plus réhabilitation. Donc la démarche a été bien reçue auprès du ministre des Finances qui est justement aligné là-dessus par l'accompagnement justement de cet appui par le gouvernement central. Et nous sommes très contents parce que au sortir d'ici, le ministre nous a assuré et promis qu'il déjà il y aura un appui au titre d'assainissement, il y aura un appui au titre de curage des rivières parce que nous allons commencer d'ici là la saison des pluies et il y a des pluies torrentielles qui commencent, nous estimons par cet appui les Chinois seront à l'abri des inondations et des morts qui s'occasionnent à cela. Et en termes de la voirie, qui s'articule autour de 27,2 km qui sera mis dans cette position d'extrême urgence. Il y a aussi un appui qui a été confirmé par le ministre et nous sortons non seulement fiers mais heureux de comprendre qu'au niveau central, il y a un regard particulier sur cette ville qui reflète justement l'image de notre pays et qui est aussi le siège des institutions. Les travaux de réhabilitation concerneront les chaussées jugées urgentes, notamment les avenues Kabinda, Assosa, Kalembelembe, ainsi que d'autres segments de la ville, dont Bokassa. Ces initiatives visent à améliorer les infrastructures routières avant l'arrivée de pluie, afin de faciliter la circulation et de prévenir la dégradation causée par les intempéries. Et au Nord Kivu, dans l'est de la RDC, les forces armées de la République démocratique du Congo ont remis 49 ex-otages des ADF à la société civile de Béni le mardi 27 août 2024. Parmi ces 49 ex-otages, on compte 16 femmes, 24 enfants, 3 jeunes garçons et 6 combattants Maï-Maï qui se sont rendus à l'armée. Ils ont été remis à la société civile qui a la charge de les ramener dans leurs familles respectives. Suivez. À en croire l'armée congolaise, ces ex-otages ont été extraits des griffes des ADF il y a de cela 6 mois. Pour y arriver, les FARDC, appuyés par l'UPDF, l'armée ougandaise, ont dû mener d'âpres combats dans la région de Béni et Lubero contre les terroristes des ADF. En ce jour de leur remise à la société civile, ils étaient émus de joie. La cérémonie a eu lieu en présence des partenaires dont la MONUSCO et Ukweli Defection Committee. Les 24 enfants bénéficieront de la réinsertion à travers la section enfants de la mission onusienne. Nous venons d'assister à la remise d'otages capturés et quelques combattants Maï-Maï à la société civile représentée par Ukweli Defection Committee et également les enfants à la MONUSCO. C'est des personnes qui ont été kidnappées pour certains, d'autres étaient déjà dans les rangs de l'ADF comme dépendants et ils ont été extraits par les forces de la coalition. Il y a de cela plus ou moins 6 mois. Il fallait que le service travaille pour les trier et les distinguer afin qu'on puisse les remettre officiellement aux structures qui sont
adaptées à leur réinsertion. La ville de Beni et ses environs ont souvent été les théâtres des massacres attribués aux présumées forces démocratiques alliées, une rébellion d'origine ougandaise affiliée à l'État islamique. La tentation est donc grande de s'évenger contre les ex-otages qui étaient au service de ces groupes terroristes. C'est ainsi qu'à l'occasion de cette cérémonie de remise, la population a été appelée à bannir la justice populaire pour permettre à ceux qui peuvent être réinsérés de l'être sans subir la vindicte populaire. Nous devons, n'est-ce pas, les accueillir, mais encore, nous devons continuer, n'est-ce pas, à sensibiliser notre population pour l'accueil et la protection de ces personnes. Ce sont nos frères. Ce sont nos frères. C'est par la force qu'ils ont été amenés en brousse. Mais encore une fois, je réitère ce que le colonel a dit, et ce que nous tous nous devons adopter. Nous devons refuser encore de collaborer avec l'ennemi. Ces otages s'y sont réjouis de la libération. Cette cérémonie empreinte d'émotion et d'espoir marque non seulement un nouveau départ pour les rescapés, mais également un appel à la paix et à la réconciliation dans une région encore meurtrie par des années de conflit. Parlons santé à présent. Une réunion technique des services œuvrant au niveau des frontières et des experts des ministères sectoriels a été organisée pour faire respecter les mesures gouvernementales interdisant l'entrée de 8 marques des farines de maïs en provenance de la Zambie contenant une substance toxique élaborée par un micro-organisme et responsable de la capacité à provoquer une maladie. Les détails avec Laetitia Moulalo. Voici les différentes marques de farine de maïs contaminées depuis la Zambie. Pour faire respecter la mesure du gouvernement interdisant l'entrée sur le territoire national de ces farines, leur consommation, commercialisation et distribution, les experts des ministères concernés dans l'agriculture, l'économie nationale, santé publique et commerce extérieur, mais aussi les représentants de l'Office congolais de contrôle, de la police nationale congolaise, de la Fédération des entreprises du Congo et l'Association des consommateurs des produits vivriers, tous membres de la commission sanitaire et phytosanitaire, se sont réunis en ce début de semaine autour du secrétaire général au commerce extérieur, Jules Mouilumbo, président de cette structure. Il a été décidé à l'issue de cette réunion stratégique que l'Office congolais de contrôle va procéder au prélèvement des échantillons des farines de maïs au niveau des marchés et entrepôts dans l'espace Grand Katanga pour se rassurer davantage, et ce, avant la mise en contribution d'un laboratoire certifié basé dans le Haut-Katanga. Tous les services concernés ont été instruits, chacun à ce qui les concerne, pour que de manière pratique, tout soit mis en œuvre pour que ce produit ne soit pas consommé, que les produits n'entrent pas sur le territoire congolais. Nous avons profité de cette occasion également pour demander à tous les services de mener des enquêtes quant au stock dont disposent les principaux distributeurs, et le plus précisément dans la partie sud de notre pays. Rappelons que le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, réitère encore une fois son appel au respect de la réglementation sur des marchandises et invite la population congolaise à bannir la fraude sous toutes ses formes afin de préserver la nation des drames qui en découlent. L'épidémie de la variole de singe, on en parle également dans ce journal. Depuis le mois de juin dernier, les centres de traitement de Munigi, situés dans le territoire de Nyiragongo, au Nord Kivu, a pris en charge au moins 325 cas de variole de singe appelés Mpox. Selon les dernières statistiques, voulais-je dire, révélées par l'équipe de riposte sur place à Goma, 305 cas sont déjà guéris et 19 patients sont encore sous traitement. Les détails dans cet élément. 19 personnes sont encore sous traitement dans les centres de la variole de singe appelé Mpox à Munigi. Grâce à la prise en charge médicale, plusieurs victimes en sortent guéries. C'est le cas d'Esther.
Je suis arrivée ici en état critique et c'est là après avoir consulté plusieurs structures sanitaires. Je ne sais pas comment j'ai contracté cette maladie. Je souffrais de maux de tête et de douleurs nerveuses. Je sentais aussi des démangeaisons au niveau des organes intimes et j'ai suspecté une infection avant de prendre des amoxicillines, mais en vain. Même les traitements pour les infections urinaires n'ont pas été efficaces. En raison de manque de sensibilisation aux mesures préventives, 70% de personnes touchées sont des enfants de moins de 10 ans et l'épidémie a pris des allures inquiétantes. Mais depuis le mois de juin, on a commencé à arrêter les premiers cas suspects de Mpox au niveau du camp de déplacés de Moudja. Moudja, c'est à l'ouest de la ville de Goma. C'est un camp de déplacés qui a autour de 30 000 personnes déplacées. Et dans ces cas-là, nous avons une clinique avancée où nous assurons les soins de santé primaires pour les populations déplacées. Donc depuis le début du mois de juin, nous avons eu les premiers cas suspects et cela a fait qu'on a eu des discussions avec la DPS, la Division provinciale de la santé et le BC de Nyiragongo et cela a fait que nous puissions mettre sur pied un centre de traitement au niveau de Mounigi. Donc depuis le 13 juin jusqu'à hier soir le 25 août, nous avons un total de 325 cas. Donc ça nous fait une moyenne de 5 à 10 cas de nouveaux cas par jour. Donc, lorsque vous voyez déjà ça, c'est que la situation ne fait que s'aggraver parce que quotidiennement, il y a de nouveaux cas qui sont admis et cela nous préoccupe beaucoup, surtout que 70% des cas que nous recevons sont les enfants de moins de 10 ans. De leur côté, les malades guéris exhortent la population à la vigilance et au respect des mesures préventives. Les gens doivent prendre garde à cette maladie et éviter les contacts physiques. Mes frères et sœurs, la maladie de la variole Mpox existe. Il ne faut pas la sous-estimer ni douter de son existence. Par ailleurs, il y a urgence pour que nous recevions le vaccin pour prévenir cette maladie chez les enfants comme chez les adultes. Depuis que l'OMS a déclaré l'épidémie de Mpox une urgence sanitaire de portée mondiale, la République démocratique du Congo est considérée comme l'épicentre de cette maladie. Selon un document interne de l'Institut national de santé publique, le cumul de cas en 2024 passe à 18 077 cas suspects, dont 4 843 cas confirmés, 615 décès et 3 456 guérisons en RDC. Un plan stratégique de riposte a été mis en place par le gouvernement congolais pour faire face à cette épidémie sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La population congolaise est appelée à respecter les mesures préventives annoncées par les autorités sanitaires du pays. Et pour finir, dans le cadre de la sensibilisation pour la grande rencontre entre l'honorable Tony Mwaba et ses électeurs au terrain Tumba, l'ASBL Horizon, dirigée par Willy Djibou, a accueilli la délégation de l'initiative Tony Mwaba Kazadi le week-end dernier dans son quartier général dans la commune de Lingwala. Un reportage de Meshak Lofaka et Vitempanto. C'est par des chants et des ovations que l'ASBL Horizon, dirigé par Willy Djibou, a accueilli la délégation de l'initiative Tony Mwaba Kazadi dans le cadre de la sensibilisation pour la grande rencontre entre l'honorable Tony Mwaba et sa base au terrain Tumba dans la commune de Mongafula. Débuté par une prière du pasteur Jules Moukadi, s'en est suivi du mot de son coordinateur Jean-Claude Kiapo qui a présenté son équipe. Je remercie le visionnaire Willy Djibou de m'avoir donné la responsabilité d'être le coordinateur de l'Horizon. L'excellence Tony Mwaba pour ce qu'il a fait de nous dans l'administration publique et les chefs de l'État d'avoir porté son choix à l'excellence Tony Mwaba. La réunion de ce jour s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la grande journée au terrain Tumba dans la commune de Mongafula. Nous avons profité de cette occasion pour inviter la coordination de l'initiative Tony Mwaba afin de vous éclairer et voir comment évolue
l'ASBL Horizon. Merci beaucoup. Le secrétaire national de l'ITEM, Enoch Arvel, de son côté a présenté l'équipe de la coordination et a accordé la parole au représentant de l'excellence Tony Mwaba, le conseiller Roger Mikanda, qui à son tour s'est réjoui de l'accueil lui est réservé. Il a félicité le visionnaire de l'ASBL Horizon, Willy Njibou, pour sa détermination et le travail abattu. J'ai senti l'organisation. J'ai senti de l'ordre et l'organisation. Je félicite l'équipe de la coordination, particulièrement Papa Willy Njibou, pour le travail abattu. Nous sommes fiers de vous et nous vous encourageons de continuer avec de telles initiatives. L'excellence Tony Mwaba n'est plus au pouvoir, mais nous constatons que les gens sont toujours ensemble avec lui, surtout les membres de l'Horizon, qui démontrent leur intérêt à l'excellence Tony Mwaba Kazadi. L'événement s'est terminé sous une note positive avec des engagements pris de part et d'autre dans le but de poursuivre le travail pour le bien de la communauté. À présent, place au rappel des titres. À la tête de la délégation congolaise à Malabo, le premier vice-président de l'Assemblée nationale a pris part du 26 au 27 août 2024 au séminaire de coopération régionale interparlementaire sur les changements climatiques organisé par l'Assemblée parlementaire de la francophonie dans la capitale équato-guinéenne. Jean-Claude Chilumbay a souligné l'importance du bassin du Congo dans la régulation du climat mondial. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a suspendu le mardi 27 août 2024 le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa, Gombe, suite au déguerpissement d'un diplomate français. Il a également ordonné l'arrestation des agents impliqués dans cette procédure qu'il juge irrégulière. 305 personnes ont été guéries de la variole du singe au centre de traitement de Mounigui généré par l'ONG MEDER dans le territoire de Niragongo au nord de Goma. Le médecin-chef de zone invite les zones de santé à une mobilisation rapide contre cette crise sanitaire. Voilà, vous l'avez sans doute compris que c'est avec ces rappels des titres que prend fin notre journal de ce soir. Je vous retrouve demain à 19 h et toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur nos antennes. Bonsoir chez vous.